Je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans et je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur en mécanique. Je suis la première de ma famille proche à obtenir un diplôme universitaire. Donc, même si nous ne sommes pas du genre à organiser de grandes fêtes, mes parents ont voulu marquer le coup. Ils ont organisé une petite célébration dans le jardin. Rien de trop sophistiqué, juste quelques tables pliantes, de la nourriture d'un traiteur local et un auvent loué au cas où le temps tournerait. C'étaient principalement des parents proches, quelques voisins et des amis de la famille que nous connaissons depuis toujours. L'ensemble était décontracté, mais les gens étaient de bonne humeur. Ma mère circulait parmi les invités avec des assiettes à la main tandis que mon père s'occupait du barbecue comme si c'était un jour férié national. Entre les boissons et le dessert, mon parrain m'a prise à part. Il n'est pas du genre à faire du bruit, très discret, il publie à peine sur les réseaux sociaux et reste surtout à l'écart lors des rassemblements, mais il a toujours été solide. Il m'a tendu une enveloppe blanche et m'a dit de l'ouvrir plus tard. Il a dit que c'était quelque chose pour m'aider à démarrer dans la vie professionnelle et de ne pas en faire toute une histoire. Je l'ai remercié, je l'ai glissé dans ma poche arrière et j'ai continué à aider au nettoyage et à m'assurer que les gens avaient ce dont ils avaient besoin. Quand je suis rentrée à l'intérieur pour déposer des plateaux usagés, j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir de ma commode à l'étage. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. La porte de la chambre était ouverte comme toujours, et le tiroir n'était pas verrouillé, mais rien n'avait jamais disparu de notre maison auparavant. Après cela, la journée a continué. Les gens sont venus et sont partis. La plupart des invités plus âgés sont partis au coucher du soleil. Les seuls qui sont arrivés en retard étaient le frère de mon père et sa fille, Camille, ma cousine. Ils sont arrivés au moment où la plupart des gens rangeaient déjà. Ils n'ont rien apporté et n'ont pas vraiment dit grand-chose. Camille est le genre de personne qui semble toujours un peu agacée d'être n'importe où, mais mes parents les ont quand même accueillis comme si de rien n'était. Elle est restée sur son téléphone tout le temps, regardant à peine autour d'elle. Tout le monde se détendait, mais je s'attardais. Ma mère a même mentionné que c'était étrange qu'ils arrivent en retard, mais ne semblaient pas pressés de partir. À un moment donné, Camille a demandé à utiliser la salle de bain, celle de l'étage. Nous avons une salle de bain fonctionnelle en bas, et tout le monde l'avait utilisée, mais elle a dit qu'elle avait besoin d'intimité. C'était un peu étrange, mais encore une fois, c'est de la famille. J'ai juste hoché la tête et j'ai continué à aider dans la cuisine. Au bout d'environ 10 minutes, elle n'était toujours pas redescendue. Mon oncle a même appelé, plaisantant qu'elle s'était peut-être perdue. Finalement, elle est revenue, agissant comme si de rien n'était, et ils sont partis tous les deux peu après. C'est là que les choses ont commencé à sembler étranges. Il était environ 21h. Quand je me suis enfin souvenue de l'enveloppe, je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où je l'avais placée plus tôt, et elle avait disparu. Le tiroir n'était même pas complètement fermé. Quelques-unes de mes chemises étaient déplacées, et il était clair que quelqu'un avait bougé des choses. J'ai vérifié le reste de la pièce au cas où je l'aurais égarée, mais je savais exactement où je l'avais mise. Elle n'était pas là. Je suis redescendue et j'ai demandé à mes parents s'ils avaient déplacé quelque chose de ma chambre ou nettoyé à l'étage pendant que je ne regardais pas. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'y étaient même pas allés du tout. Je ne leur ai pas dit grand-chose de plus sur le moment. Au lieu de cela, je suis sortie et j'ai envoyé un texto à mon parrain pour lui demander ce qu'il y avait exactement dans l'enveloppe. Il a répondu assez rapidement. Il y avait 3 000 € en espèces, destinés à m'aider à acheter certains des outils de base et les licences logicielles dont j'aurais besoin pour le travail. Des choses qui ne sont pas bon marché et qu'il savait que je ne pouvais pas me permettre. Dès le départ, il voulait que ce soit une surprise, quelque chose qui me donnerait un vrai coup de pouce. Dès que j'ai lu cela, j'ai su qu'il avait pris. Une seule personne est montée à l'étage. Une seule personne a agi bizarrement. Camille était restée à l'étage pendant près de 10 minutes, et personne d'autre n'avait même une raison d'être près de ma chambre. J'ai dit à mes parents ce que je soupçonnais. Ma mère a semblé mal à l'aise. Mon père a juste figé, puis m'a dit de laisser tomber et de ne rien déclencher à cause de cela. J'ai demandé comment perdre 3 000 € n'était pas déclenché quelque chose, mais ils ont dit que cela ne ferait que causer des drames et n'en valait pas la peine. Je n'ai pas insisté davantage avec eux. Au lieu de cela, j'ai discrètement essayé de parler à mon oncle.
Je l'ai attrapé dehors près de leur voiture avant qu'il ne parte et je lui ai demandé s'il avait vu une enveloppe dans ma chambre ou si Camille l'avait peut-être ramassée par erreur. Il a juste haussé les épaules, n'a pas voulu me regarder dans les yeux et a marmonné quelque chose comme quoi il ne savait pas de quoi je parlais. Puis il est monté dans la voiture. Plus tard cette nuit-là, j'ai posté un message dans notre groupe de discussion familiale. Je suis resté poli. Je n'ai nommé personne. J'ai juste dit qu'une enveloppe avait disparu du tiroir de ma chambre pendant la fête et j'ai demandé si quelqu'un l'avait vue ou ramassée par accident. Personne n'a répondu pendant des heures. Puis Camille a finalement répondu, non pas avec une explication, mais avec une seule phrase. Peut-être qu'il ne faut pas laisser traîner ses affaires. Puis elle a quitté le groupe de discussion. C'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Le lendemain de la fête, je suis allée voir mon parrain en personne. Il n'habite pas loin et je ne voulais pas tout expliquer par texto. Quand je suis arrivée, je l'ai remercié pour le cadeau, je lui ai dit à quel point je l'appréciais. Et puis j'ai expliqué que l'enveloppe avait disparu. Je lui ai tout raconté, y compris ce que Camille avait dit dans le groupe de discussion et comment elle l'avait quitté juste après. Il est resté silencieux un instant, puis a dit qu'il n'était pas surpris. Ce qui le surprenait, c'était à quel point elle avait été audacieuse à ce sujet. Il n'était pas fâché contre moi. Au contraire, il semblait plus déçu que cela se soit produit. Il a dit qu'il voulait m'aider à poursuivre l'affaire, même si cela rendait les choses compliquées. Il m'a dit de le traiter comme ce que c'était, de l'argent volé, pas un malentendu familial. Avant que je ne parte, il a dit que si j'avais besoin d'une déclaration ou d'un soutien, il le mettrait par écrit. De retour à la maison, ma mère a essayé de calmer les choses. Elle a dit que c'était peut-être un malentendu et m'a rappelé que les affaires de famille ne devaient pas se transformer en guerre. Je lui ai dit que cela ne ressemblait pas à un malentendu quand 3000 € avaient disparu. Et la seule personne qui est montée à l'étage a fait une blague et a quitté le chat. Cette nuit-là, je faisais défiler les réseaux sociaux et j'ai vu quelque chose qui a rendu tout plus clair. Camille avait posté une photo sur son profil montrant un tout nouvel iPad Pro encore dans sa boîte avec la légende « Cadeau de préparation aux études anticipées pour moi-même ». Étincelle, j'ai fait une recherche d'images inversées juste pour être sûr que ce n'était pas un repost. Ce n'en était pas un. La photo avait été prise dans sa chambre. Je pouvais voir son bureau et des affiches familières en arrière-plan. Je n'ai ni commenté ni aimé. Je lui ai envoyé la publication en message privé et je l'ai interrogée à ce sujet. Elle a lu le message, puis a supprimé complètement la publication. Pas de réponse, rien. Elle a juste disparu de son profil comme si cela n'était jamais arrivé. J'ai attendu quelques heures, puis je lui ai envoyé un message directement. Je ne l'ai pas accusée avec des mots durs. Je lui ai juste dit que je savais ce qui s'était passé et je lui ai donné une dernière chance de faire les choses correctement sans impliquer toute la famille. Elle a répondu presque instantanément, m'a traité de paranoïaque, a dit que j'imaginais des choses et que je devais aller jouer les détectives ailleurs. Puis elle a ajouté un emoji rieur à la fin, tout comme elle l'avait fait dans le groupe de discussion. Pas de démenti, pas d'explication, juste du sarcasme. Après cela, je suis allée voir mon père et je lui ai dit que je ne laisserais pas passer ça. J'ai dit que je lui donnerais quelques jours, et si rien ne changeait, je déposerais une plainte auprès de la police. C'est alors qu'il a laissé échapper quelque chose. Il a dit que Camille avait des problèmes d'argent et qu'elle avait probablement emprunté l'enveloppe, pensant qu'elle la rembourserait discrètement plus tard. Je lui ai demandé comment on pouvait emprunter quelque chose qu'on n'avait jamais demandé. Comment voler de l'argent liquide dans mon tiroir et s'acheter des appareils électroniques comptait comme un emprunt. Il n'avait pas de vraie réponse. Il avait juste l'air fatigué. J'ai raconté à mon parrain tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. Il en avait marre de faire semblant. Il a dit qu'il rédigerait une déclaration officielle confirmant le don d'argent et la date à laquelle il me l'avait donné. Il m'a dit de ne pas attendre trop longtemps où les gens essaieraient de déformer l'histoire. Cette même nuit, j'ai rassemblé des captures d'écran de la publication de l'iPad, les messages de Camille, la confirmation du parrain et la chronologie des événements. J'ai gardé tout neutre, pas d'accusation, juste des faits. J'ai posté le message dans notre groupe de discussion familiale avec toutes les captures d'écran jointes. Je n'ai pas nommé de nom.
J'ai juste dit qu'un gros cadeau d'argent liquide avait disparu de mon tiroir pendant la fête. Et voici ce que j'ai découvert depuis. J'ai mentionné la chronologie, la visite à la salle de bain, la photo du nouvel iPad et la confirmation du parrain. J'ai terminé en disant que je ne laisserais pas tomber et que je poursuivrais les choses correctement si la situation n'était pas résolue. Il y a eu un silence dans le chat pendant quelques minutes, puis une note vocale est apparue. C'était Camille, forte, agressive, me traitant de menteuse, m'accusant d'essayer de la faire honte, disant que j'étais exigeante et essayant de monter tout le monde contre elle. Après cela, tout contact direct entre nous a cessé une fois que les limites légales ont été mises en place. Elle se parlait à elle-même dans l'enregistrement, lançant des excuses et des insultes dans la même phrase. Puis elle m'a bloqué. Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une notification disant que j'avais été bloqué par elle sur toutes les plateformes, téléphone, SMS, messagerie, application, tout. Mon parrain a appelé pour dire que la même chose lui était arrivée. Elle avait coupé tout contact. À partir de ce moment-là, ni l'un ni l'autre ne pouvions la joindre, et elle ne pouvait pas non plus nous contacter. C'était comme si elle avait claqué une porte derrière elle et supposé que ce serait la fin de l'histoire. Ce n'était pas le cas. Après la publication du message et des captures d'écran dans le groupe de discussion familiale, je ne m'attendais pas à une réaction chaleureuse, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui a suivi. En quelques heures, j'ai commencé à recevoir des messages privés de différents parents. Pas pour me soutenir, pas pour demander ce qui s'était passé, juste la même demande répétée avec des mots différents. Supprime la publication pour la paix de la famille. Certains ont dit que j'aggravais les choses. L'un d'eux a même dit que j'étais cruel de divulguer les choses où tout le monde pouvait les voir. Aucun d'eux n'a demandé si j'allais bien ou si le vol avait vraiment eu lieu. Ils voulaient juste le silence. Mon parrain, en revanche, n'était pas du tout intéressé par le silence. Il m'a dit qu'il avait déjà commencé à rédiger un rapport formel. Il avait tout organisé, les dates, les captures d'écran, son message original confirmant le don d'argent, même une note de ce que je lui avais dit après la disparition de l'enveloppe. Il m'a dit de me tenir prête à déposer la plainte. Il m'a également averti de ne pas me laisser distraire par la pression familiale. L'objectif était de récupérer l'argent ou de laisser le système s'en occuper. Le même jour, mon père m'a prise à part et m'a demandé de ne pas aller à la police. Il a dit que cela détruirait ce qui restait de la famille et causerait une honte dont nous ne nous remettrions jamais. Il m'a dit que nous pourrions régler cela en privé, que Camille n'avait probablement pas l'intention de faire du mal et que cela pouvait encore être réparé. Je lui ai dit que ce n'était pas ma honte à porter. Il n'a pas insisté après cela. Le lendemain, j'ai reçu un message privé de mon oncle. Nous ne parlons pas souvent, alors c'était étrange même de recevoir une notification de sa part. Son message n'a pas perdu de temps. Il m'a averti d'être prudente avec ce dont j'accusais les gens. Pas de questions, pas de démenti, juste un avertissement. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai répondu avec le projet de rapport de police, j'ai énuméré à nouveau les preuves et je lui ai dit qu'il y avait deux options. L'argent est rendu, ou je dépose une plainte officielle. Il m'a laissé en lu. Peu de temps après, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait, « S'il vous plaît, ne me mêlez pas à ça. » Je n'ai rien pris. J'ai vérifié l'indicatif régional. C'était local. La formulation était familière aussi. J'avais l'impression que c'était Camille utilisant un téléphone différent. J'ai appelé mon opérateur mobile et j'ai confirmé que le numéro était lié à un deuxième téléphone prépayé enregistré sous son nom. Elle ne m'avait pas bloqué sur celui-ci, espérant probablement que je ne découvrirais pas qui c'était. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas menacé. Je ne l'ai pas poursuivi pour des réponses. Je suis juste retourné dans le groupe de discussion et j'ai écrit un dernier message. J'ai dit que ce serait la dernière fois que j'en parlerais avant de passer par les voies officielles. J'ai réitéré les faits. Je leur ai dit que la fenêtre pour rendre l'argent discrètement se refermait. Je n'ai interpellé personne directement. Je n'ai pas pointé du doigt, mais tout le monde savait de qui je parlais. Le prochain appel est venu de la sœur de ma mère. Elle a dit qu'elle me croyait. Elle a dit qu'elle savait quel genre de personne Camille pouvait être. Mais ensuite,
elle a commencé à me demander de réfléchir à la façon dont cela pourrait affecter mon travail, ma réputation, la façon dont les autres membres de la famille me regarderaient. Elle m'a dit de ne pas ruiner mon image en portant plainte. Je l'ai remerciée et j'ai mis fin à l'appel sans rien promettre. Cet appel téléphonique a rendu une chose très claire. La plupart des membres de la famille ne voulaient pas de justice. Ils voulaient que les choses soient mises sous le tapis comme toujours. Mon parrain, cependant, en avait marre des tapis. Ce soir-là, il a envoyé un message officiel à un groupe familial plus restreint où les événements et les vacances sont généralement planifiés. Il a dit qu'à partir de ce moment, Camille et mon oncle ne seraient plus invités à aucun événement familial qu'il organiserait. Il a également mis à jour son testament, me nommant l'unique héritière de ses outils d'ingénierie, machines et dossiers d'atelier. Sa façon de dire qu'il était à fond. Plus tard cette nuit-là, mon père m'a fait suivre une capture d'écran. C'était un message privé que Camille lui avait envoyé. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas que cela aille aussi loin et l'a supplié de m'arrêter. Elle n'a jamais nié ce qui s'était passé, lui a juste demandé d'intervenir. Il ne lui a pas répondu. Il me l'a juste fait suivre. Cela seul m'a dit tout ce que je devais savoir sur ce qu'il croyait. Le lendemain matin, j'ai envoyé un dernier message directement à Camille. Je lui ai dit qu'elle avait 7 jours pour rendre l'argent ou je déposerais le rapport. Je n'ai pas eu de réponse. Au lieu de cela, elle a supprimé son compte Facebook, puis son Instagram. Puis elle a quitté le groupe de discussion familiale élargie où elle publiait des mises à jour sur ses notes et ses projets d'anniversaire. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste disparu. Personne ne l'a dit à voix haute. Mais à partir de ce moment-là, même les proches qui voulaient la protéger ont commencé à se taire. Tout le monde pouvait voir ce qui s'était passé. Personne n'était prêt à l'admettre. Mais maintenant, personne ne la défendait non plus. 2 jours après que Camille ait disparu des discussions de groupe et effacé ses réseaux sociaux. Je me suis rendue au commissariat de police local, j'ai demandé à parler à un agent pour déposer une plainte pour vol. Quand ils m'ont demandé des détails, j'ai tout expliqué depuis le début. Ma fête de remise de diplôme, l'enveloppe d'argent de mon parrain, la visite à la salle de bain à l'étage, l'enveloppe manquante, la publication de l'iPad et les réponses moqueuses qui ont suivi. Je leur ai montré les captures d'écran, le message du parrain confirmant le cadeau, la publication supprimée et les derniers messages du groupe de discussion. L'agent a tout examiné et ne l'a pas ignoré. Il a dit que ce n'était pas la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça et m'a encouragé à déposer une plainte formelle. Il a expliqué quel type de preuve aiderait à construire un dossier plus solide. Des déclarations écrites, des preuves numériques, une chronologie complète. Il m'a donné un dossier de paperasse et m'a dit comment déposer la plainte. De retour à la maison, j'ai passé les 2 nuits suivantes à constituer un dossier. J'ai tout mis en ordre, chaque SMS, chaque capture d'écran, chaque journal d'appel. Mon parrain a tapé une déclaration signée confirmant la date et l'heure exacte où il m'avait remis l'enveloppe ainsi que le montant qu'elle contenait. Il a même noté où nous nous tenions pendant la remise et la raison du cadeau, des outils professionnels et un soutien de carrière. J'ai inclus cela aussi. J'ai contacté Camille via l'un des rares numéros que j'avais encore pour elle et je lui ai demandé si elle était prête à faire une déclaration. Sa réponse a été courte. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer. C'est tout. Pas de démenti, pas de revendication d'innocence, juste de l'évitement, ce qui a rendu tout encore plus évident. Une fois le dossier déposé, la police a ouvert une affaire officielle et m'a dit qu'elle commencerait par une enquête de base, en vérifiant, en confirmant l'histoire avec mon parrain, en parlant éventuellement aux personnes impliquées. Ils ont également mentionné qu'un contrôle de bien-être pourrait avoir lieu si quelqu'un essayait de prétendre que la situation était exagérée ou suffisamment stressante pour causer du tort, ce qui n'était apparemment pas rare dans les affaires familiales comme celle-ci. En quelques jours, la nouvelle du rapport a commencé à se répandre. Personne ne m'a rien dit directement dans le chat principal, mais le ton de certains proches a changé. J'ai reçu des SMS vagues, des choses comme « Veux-tu vraiment que cela nous pende au nez ?» ou « N'y a-t-il pas de meilleure façon de résoudre cela ?» Ils n'ont pas nié ce qui s'était passé. Ils voulaient juste que tout s'arrête. Puis Camille a réapparu en ligne, mais sous une version légèrement différente de son nom. Elle a recommencé à poster,
cette fois agissant comme si rien ne s'était jamais passé. Elle a mis en ligne un carrousel de photos de son nouveau bureau, nouvel iPad, nouveaux écouteurs, un clavier sans fil, une chaise de fantaisie, et une légende parlant de la fierté qu'elle avait de son investissement éducatif. Son nouveau profil était en public pour une raison quelconque, alors j'ai tout sauvegardé et je n'ai pas dit un mot. J'ai juste tout enregistré, classé et passé à autre chose. Peu de temps après, ma grand-mère m'a appelé. Elle pleurait. Elle m'a dit que ce n'était pas ce qu'était la famille, et que je déchirais tout en poussant les choses aussi loin. J'ai écouté, mais je n'ai pas changé de cap, elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle voulait juste que j'arrête. Une cousine du côté de ma mère m'a contacté cette même nuit. Elle m'a dit qu'elle me croyait et que Camille s'en tirait avec des choses comme ça depuis des années. Des petites choses, des choses discrètes, de l'argent emprunté jamais rendu. Faire culpabiliser les gens pour des cadeaux, des commentaires sournois masqués en blague. Personne ne l'a jamais dénoncé car elle jouait les victimes dès que quelqu'un essayait. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message, cette fois de mon oncle. Ce n'était pas agressif au début, juste vague, mais cela s'est terminé par quelque chose qui ressemblait à une menace. Il m'a dit de reconsidérer de faire de fausses déclarations avant que quelqu'un ne soit blessé. Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé, ajouté au dossier et contacté un avocat. L'avocat que j'ai trouvé m'a été recommandé par une connaissance de mon parrain. J'ai envoyé le dossier complet et j'ai eu un rendez-vous le lendemain. Il m'a dit que j'avais déjà assez pour un procès civil, et le harcèlement de mon oncle pourrait le faire basculer vers un terrain juridique plus solide. Il a dit que nous pourrions déposer une plainte pour bien voler et pour détresse émotionnelle, selon la tournure des prochains jours. Le même jour, l'avocat a envoyé une lettre de mise en demeure à Camille et à mon oncle. C'était clair et direct. Plus de contacts, plus de menaces et plus de tentatives d'intimidation ou d'ingérence dans le processus. Nous avions maintenant des preuves. Il y aurait des conséquences. Cette nuit-là, j'ai garé ma voiture à l'endroit habituel dans notre allée. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée avec un bruit fort à l'extérieur. Quand j'ai regardé le matin, mon pare-brise était strié d'œufs séchés, des coquilles sur le sol, une encore à moitié écrasée sur le capot. J'ai vérifié notre petite caméra de sécurité face à l'allée, mais elle n'a capté qu'une ombre passant le long de la clôture. Visage couvert, capuche relevée. J'ai signalé l'incident immédiatement et je l'ai ajouté au dossier de police. L'avocat a mis à jour le dossier civil, et l'agent avec qui j'avais parlé plus tôt a fait un suivi par téléphone et m'a dit qu'il prendrait cela au sérieux, surtout s'il y avait d'autres incidents. Ce qui a commencé avec une enveloppe était maintenant devenu quelque chose de plus grand, mais tout était lié, et ce n'était pas encore fini. Le matin après que les œufs aient été jetés sur ma voiture, j'ai installé une caméra de sécurité à détection de mouvement à l'extérieur. C'était une petite unité avec vision nocturne et stockage dans le cloud. Rien d'extraordinaire, mais suffisant pour capter les mouvements sur notre allée. J'ai déposé un rapport de vandalisme actualisé auprès de la police, joignant les photos de l'œuf séché, les images horodatées de l'ombre passant devant la clôture et l'enregistrement audio de la menace de mon oncle. Ils ont tout enregistré et ont dit qu'ils avaient signalé l'affaire pour une escalade potentielle si d'autres harcèlements suivaient. Cette même nuit, la caméra a enregistré un autre incident. Vers 2h47 du matin, une silhouette encapuchonnée a remonté l'allée et a jeté quelque chose qui ressemblait à un petit sac rempli de déchets sur le côté de ma voiture. Le visage n'était pas visible, mais la taille, la corpulence et la posture ressemblaient à celles de Camille. J'ai sauvegardé les images et les ai sauvegardées à 3 endroits avant de les transmettre à la police et à mon avocat. Quand mon parrain a appris le deuxième incident, il a proposé de m'aider à couvrir les frais de justice si l'affaire progressait. Il a dit que s'ils essayaient de me faire taire, ils avaient choisi la mauvaise famille avec qui se frotter. Il le pensait. Quelques jours plus tard, mon père m'a dit que mon oncle voulait me rencontrer en privé. Il prétendait vouloir éclaircir les choses et éviter plus de dégâts. J'ai accepté la réunion, mais à une seule condition. Je serai là, et cela se passerait dans un endroit neutre. Nous avons choisi un café public près d'une route principale, un avec des caméras de sécurité et des tables ouvertes.
J'ai apporté un petit enregistreur audio avec moi et j'ai demandé le consentement avant de commencer, ce qu'il a donné d'un signe de tête. Il a ouvert la conversation avec désinvolture, comme si cela ne concernait pas des milliers d'euros et un rapport de police. Après quelques minutes, il a admis presque désinvolture que l'enveloppe avait été prise par désespoir. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, il a dit, « Ton parrain a largement assez d'argent et aider sa nièce ne devrait pas être un si gros problème. » Essayant de rejeter la faute. Puis il a fait glisser une enveloppe blanche sur la table avec 1 500 € à l'intérieur. Pas de mots, pas d'explication, juste l'argent. Il a appelé cela un geste de bonne volonté, comme si nous partagions une addition au lieu de traiter un vol. Je l'ai repoussé vers lui et je lui ai dit que la moitié de l'argent n'annulait pas le vol ni n'effaçait ce qu'ils avaient fait. Il a haussé les épaules, s'est penché en arrière et a marmonné sous son souffle que je regretterais d'avoir traîné ma propre famille dans la boue. J'ai mis fin à la réunion sur le champ. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'une cousine éloignée avec qui je parlais à peine. Elle a dit qu'elle suivait la situation discrètement et sentait que je devais savoir quelque chose. Il y a des années, Camille avait pris de petites sommes d'argent à des cousins, des tantes, même des grands-parents. Rien de majeur. 50 € ici, 100 € là, mais elle appelait toujours cela « emprunter » et évitait d'une manière ou d'une autre toute conséquence. La plupart des gens n'en parlaient plus jamais. Elle a dit que tout le monde s'était habitué à l'ignorer. Cela n'arriverait pas cette fois-ci. J'ai fait écouter l'enregistrement du café à mes 2 parents. Mon père a écouté sans dire grand-chose. Il n'a plus essayé de la défendre ni d'adoucir quoi que ce soit. Après cela, il a cessé de me demander de reculer et n'a plus jamais parlé d'unité familiale. Ma mère, qui était restée silencieuse tout au long de cette affaire, a finalement dit qu'elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas laisser tomber. Elle m'a dit qu'elle était de mon côté maintenant et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point les choses avaient dégénéré jusqu'à ce qu'elle entende la façon dont mon oncle avait parlé à cette table. Mon avocat a commencé à préparer l'affaire civile, une pour vol, une pour détresse émotionnelle, et une 3e pour atteinte à la réputation causée par le déni public et l'intimidation. Nous avons ajouté l'offre de pot de vin, les messages passés, les enregistrements et le vandalisme au dossier. Il a dit que la chronologie et les preuves dressaient un tableau très clair. Après cela, mon parrain et moi nous sommes assis et avons tout revu. Chaque pièce à conviction, chaque conversation, chaque avertissement, chaque fois que quelqu'un avait essayé de me faire abandonner. Nous avons tous deux convenu que ce ne serait pas l'un de ces problèmes familiaux qui disparaissaient discrètement. Pas cette fois. 2 semaines après la lettre de mise en demeure et la réunion au café, la police a convoqué Camille pour un interrogatoire. Ils avaient examiné tout le matériel que j'avais soumis, la déclaration du parrain, la chronologie des preuves, les captures d'écran et même les images de ma caméra de sécurité. Elle est arrivée au poste avec mon oncle et a immédiatement tout nié. Elle a dit aux agents qu'il n'y avait pas d'enveloppe, pas d'argent liquide, et a affirmé que c'était juste un drame familial qui avait dégénéré. Mon oncle s'est assis à côté d'elle, silencieux pour la plupart, mais a hoché la tête à tout ce qu'elle disait. Les agents n'ont pas discuté directement avec elle. Ils ont posé des questions de suivi basées sur la chronologie. Le problème était que son histoire ne correspondait pas aux preuves. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle était la seule à l'étage. Elle n'avait aucune raison pour laquelle son iPad était apparu en ligne juste après l'incident ou pourquoi elle m'avait bloqué et mon parrain après la confrontation. Lorsqu'on l'a interrogée sur le message qu'elle avait envoyé à mon père le suppliant de m'arrêter, elle a affirmé qu'elle essayait juste de maintenir la paix. Cela n'a pas tenu. Mon parrain a été contacté pour une confirmation verbale au poste et il a tout répété clairement quand il m'avait donné l'enveloppe, le montant qu'elle contenait et pourquoi il l'avait offerte. Sa version correspondait exactement à la déclaration écrite déjà au dossier. Entre les incohérences de sa version et la chronologie solide que nous avions, la police m'a dit après qu'elle gardait le dossier ouvert et continuait les enquêtes. Après cette réunion, la nouvelle a circulé rapidement. Le groupe de discussion familiale, déjà silencieux, a commencé à se désagréger. Quelques proches ont envoyé des messages privés disant que j'allais trop loin et qu'impliquer la police était vindicatif. D'autres n'ont rien dit du tout. Ils ont juste quitté le chat un par un. Personne ne l'a défendu publiquement, mais certains ne voulaient clairement pas en faire partie non plus.
Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. L'une des cousines, qui avait initialement défendu Camille bruyamment, me traitant même de dramatique dans des messages précédents, m'a envoyé un message privé. Elle a dit que je ne savais pas tout. J'avais tort. Cela seul m'a prise au dépourvu. Mais ce qui a suivi était encore plus important. Elle a joint une capture d'écran d'un groupe de discussion privée où Camille se moquait de l'enquête. Dans les messages, elle plaisantait sur le fait de tromper les flics et me traitait de gâtée et d'ignorante. Elle s'est même moquée de mon parrain, disant qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour mener à bien quoi que ce soit de sérieux. J'ai immédiatement transmis la capture d'écran à mon avocat. Il l'a ajoutée au dossier civil et l'a classée sous « intention malveillante et diffamation ». Avec les nouveaux éléments, il a déposé une demande d'extension de la plainte, détresse émotionnelle, atteinte à la réputation, et maintenant moquerie documentée pendant une enquête légale en cours. Il a dit que cela renforcerait notre position pour les dommages et intérêts. Mon parrain a également fait un changement la même semaine. Il a rencontré son avocat et m'a officiellement désigné comme sa procureure et l'exécutrice de sa succession. Cela signifiait que je serais celle qui gérerait ses outils d'atelier et ses affaires juridiques si quelque chose arrivait. Il m'a dit que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de principe. Quelques jours plus tard, Camille a tenté de déposer une plainte pour harcèlement contre moi, affirmant que je la ciblais injustement. La plainte a été rejetée presque immédiatement. Les agents avaient déjà notre dossier, y compris les menaces de mon oncle, la piste des preuves et ses propres contradictions au poste. Ils l'ont classé comme sans fondement et l'ont signalé dans leur système. Puis, 3 jours après la plainte infructueuse, cela s'est reproduit. Un autre bruit tardif à l'extérieur. Un autre désordre sur l'allée. Mais cette fois, la caméra a tout enregistré. La silhouette n'était plus encapuchonnée. C'était Camille. Elle n'a pas pris la peine de couvrir son visage cette fois, suggérant qu'elle s'effondrait émotionnellement sous la pression. Elle s'est approchée, a jeté les œufs et est repartie dans la rue comme si de rien n'était. Exactement à la même heure qu'avant. J'ai découpé les images, les ai sauvegardées et les ai soumises à la police. L'après-midi suivant, des agents ont visité sa maison. Camille a été officiellement interrogée pour vandalisme et intimidation. Ils ne l'ont pas inculpée sur le champ, mais l'incident a été ajouté au dossier de l'affaire. L'agent m'a dit que cela nuirait à leur crédibilité devant le tribunal. Ce fut le point de rupture. Les proches qui l'avaient encore défendu se sont tus. Certains ont cessé de répondre à ses messages. Quelques-uns l'ont retiré des réseaux sociaux. Plus de défense subtile. Plus de position neutre. Elle avait perdu le bénéfice du doute. Son histoire s'effondrait couche par couche. Après que les images de Camille jetant des œufs sur mon allée aient été soumises, la police a tout examiné et l'a inculpée de vandalisme mineur. La vidéo montrait clairement son visage. L'heure correspondait aux incidents précédents, et cela correspondait au modèle d'intimidation déjà lié à l'affaire. L'accusation n'était pas majeure, mais cela a officialisé la situation publiquement. Quand elle a été convoquée, mon oncle s'est présenté au poste avec elle. Furieux, il a fait irruption dans la réception et a commencé à élever la voix, m'accusant d'empoisonner la famille et de traîner sa fille dans la boue. Des agents sont intervenus immédiatement, l'ont averti de ne pas interférer avec une enquête active et lui ont rappelé qu'il y avait déjà une plainte ouverte concernant le harcèlement et les dommages matériels. Il a reculé, mais pas avant d'avoir fait une scène. Mon avocat a répondu le même jour en envoyant des avis officiels de non-contact à Camille et à mon oncle. Les documents stipulaient clairement qu'aucun d'eux n'était autorisé à me contacter directement à nouveau sous quelque forme que ce soit, appel, SMS, message ou se présenter en personne. Toute tentative future serait traitée comme une violation légale. Cette étape a changé les choses. Les proches qui étaient restés silencieux pendant des semaines ont finalement commencé à prendre leur distance publiquement. Quelques-uns l'ont retiré des réseaux sociaux. L'un d'eux m'a même envoyé un message s'excusant de m'avoir douté plus tôt. Le silence qui la protégeait a commencé à se briser. Avec tout enfin en mouvement, mon avocat a soumis les derniers documents pour faire avancer officiellement l'affaire civile. Une date d'audience a été fixée. Nous avions maintenant une audience au calendrier. Et il ne s'agissait plus seulement d'argent volé. Il s'agissait de tout.
Les menaces, le vandalisme, la diffamation, le stress émotionnel. L'affaire avait grandi, mais les preuves aussi. Il n'y avait plus de réunions de famille, plus de tentatives de règlement, plus de SMS me demandant de supprimer le message du groupe de discussion, plus de cousins la défendant, plus de débats sur qui avait tort ou raison. À partir de ce moment-là, tout serait traité devant les tribunaux. Lors de l'audience, le juge a accordé 3 000 € de dédommagement pour le cadeau volé et 5 000 € supplémentaires pour détresse émotionnelle, citant le harcèlement constant, les dommages matériels, le ridicule public et le refus de résoudre l'affaire de manière respectueuse. Camille n'a pas réagi pendant le jugement. Elle est restée silencieuse, les bras croisés, puis s'est levée et a quitté la salle d'audience sans dire un mot. Mon oncle l'a suivie, la tête baissée. Après la décision du tribunal, l'exécution a été rapide. Des ordonnances de saisie ont été envoyées à l'emploi à temps partiel que Camille avait dans un café local, et ses salaires ont commencé à être déduits jusqu'à ce que le jugement de 8 000 € soit entièrement payé. En quelques semaines, sa cote de crédit a subi un coup majeur. J'ai utilisé l'argent récupéré exactement comme il était censé l'être pour les outils professionnels que je ne pouvais pas me permettre. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai acheté des licences de logiciels de dessin, mis à jour mon ordinateur portable et acheté un kit de démarrage d'instruments de haute précision. En quelques semaines, j'ai accepté une offre d'emploi d'une entreprise d'ingénierie avec laquelle j'avais eu des entretiens. Mon parrain a organisé un dîner privé pour célébrer. Il a fait griller des steaks, ouvert une bouteille de vin et apporté un toast au début de quelque chose de réel. À la fin de la soirée, après que tout le monde soit parti, mon père est resté un peu plus longtemps que d'habitude. Il n'a pas beaucoup parlé, mais avant de partir, il m'a prise à part, s'est excusé une fois, juste une fois, et a dit qu'il aurait dû me croire depuis le début. Il n'a pas suivi cela d'excuses. Il a juste dit ça, et est parti. Après la décision du tribunal, la famille élargie a mis à jour son calendrier d'événements et son groupe d'organisation. Le nom de Camille a été retiré de toutes les listes. Plus d'assignements de repas partagés, plus de tâches de planification, plus d'invitations. Ce n'était pas annoncé publiquement, mais c'était clair. Son nom n'était plus mentionné, et personne ne s'y est opposé. Par les voies légales, j'avais une dernière tâche pour fermer complètement la porte. J'ai envoyé une lettre formelle à Camille, approuvée et livrée par mon avocat. Elle contenait une phrase, « Pardonnez, pas oublié. Ne me contacte plus. » Cela a rendu la clause de non-contact permanente et exécutoire sous la supervision du tribunal. Des mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un panel de développement de carrière dans un collège local. Le sujet portait sur plus que le travail. Il s'agissait des limites financières, de l'intégrité personnelle et de la façon de se protéger, même de sa famille. Je suis resté professionnel, mais j'ai dit la vérité. Ce qui a commencé comme une enveloppe volée s'est avéré être plus qu'un vol. C'est devenu un miroir. Cela m'a montré qui me soutiendrait et qui resterait silencieux.